les fécondations in vitro ont été apportées dans le monde, les rabbins étaient très sceptiques si on peut autoriser ce genre de traitement. Oui, quelles sont les implications au point de vue de la halakha? La solution qui a été proposée par le Rav Menachem Burstein, qui a créé l'Institut Poua, c'était de faire de la même manière que dans les restaurants, que dans les usines, il y a un mashgiach. On va faire exactement ce même système dans des laboratoires. Nous avons le plaisir d'être en ligne, en Zoom, avec le rabbin Benjamin David. Benjamin, bonjour, Boker Tov. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du département francophone de l'Institut Poua, qui est un célèbre institut. On va en reparler, on en a déjà parlé sur les ondes de Radio Kalita, mais on va en parler aujourd'hui dans un contexte un peu particulier, parce que il y a une affaire qui stupéfait, on va dire, l'opinion publique israélienne, puisque il faut rappeler que le ministère de la Santé israélien a annoncé la semaine dernière que une erreur de manipulation s'était produite dans un processus de fécondation in vitro dans un hôpital israélien, on dira le nom si vous le voulez. Il s'avère qu'une femme donc est enceinte d'un bébé qui n'est ni d'elle ni de son mari. Alors la première question que je vous pose tout simplement, comment cela est-il possible ? Alors, vous savez, quand on fait une fécondation in vitro, c'est tout un processus qui est très très difficile et on va ponctionner les ovocytes de la femme, le mari va apporter du sperme, on va fabriquer un embryon qui va être déposé dans un incubateur, et puis après 5 ou 6 jours, cet embryon il va être déposé, transféré dans l'utérus de cette dame. Et donc, d'abord dans un laboratoire, dans un hôpital, il y a énormément de couples qui viennent, donc il peut y avoir 5, 6, 10, 15 couples le même jour qui viennent, donc 15 femmes, 15 hommes, 15 sortes d'embryons, etc. Et bien sûr, il faut faire très très attention du fait qu'il n'y ait pas de mélange, qu'il n'y ait pas d'erreur, que l'embryon soit bien noté, que le nom des personnes soit bien noté, que l'endroit soit bien noté, qu'il n'y ait pas d'erreur de manipulation, etc. Et apparemment, là, il y a eu une erreur de manipulation. C'est quelque chose de très grave, mais c'est quelque chose dont on a déjà entendu parler en Israël et puis dans le monde entier. De temps en temps, il y a des affaires comme ça Alors, vous connaissez, Rav Benjamin David, vous connaissez très bien ce sujet parce que justement, l'Institut Poua, dans lequel vous travaillez depuis de longues années et dont vous dirigez le département francophone, et lui, s'est fixé comme objectif depuis de nombreuses années de contrôler, de vérifier de manière très scrupuleuse qu'il ne puisse pas justement y avoir d'erreur de ce type, de mélange quelconque ou de manipulation. Alors, il faut savoir que lorsque les fécondations in vitro ont été apportées dans le monde, les rabbins étaient très sceptiques si on peut autoriser ce genre de traitement. Oui, quelles sont les implications au point de vue de la halakha, au point de vue de l'éthique, etc. Et une des questions dont ils avaient très très peur, c'était justement ce genre d'erreur possible, qu'un couple, une femme tombe enceinte d'un bébé qui ne soit pas le sien et qu'on ne puisse pas le déceler, le savoir. Je vous parle des années 80, donc depuis de longues années. Et il y avait ce risque était présent et interpellait les rabbins. Et pour certains, c'est pour cette raison que certains rabbins voulaient même interdire le fait de faire une fécondation in vitro. Mais bien sûr, quelque chose d'impossible d'interdire. Les femmes, les couples et les hommes, on veut avoir des enfants, c'est leur rêve. Et pour certains, c'est la seule possibilité, c'est donc d'avoir recours à ce type de traitement. Et donc, ces rabbins-là, on a essayé de trouver une solution. Et la solution qui a été proposée par le Rav Menachem Burstein, qui a créé l'Institut Poua, c'était de faire de la même manière que dans les restaurants, que dans les usines, il y a un mashgiach qui vérifie que vraiment tous les ingrédients et tous les mélanges, etc. Et bien, on va faire exactement ce même système dans des laboratoires en prenant des femmes qui vont être formées, qui vont vraiment savoir toutes les étapes possibles de la fécondation in vitro, du début à la fin, et de mettre un système où il y a qu'un checklist, où elles doivent vérifier certains moments charnières qui sont les plus, je dirais, propices à avoir des erreurs. Et puis, on a mis aussi un système
de plombage, de boîtes pour fermer les embryons, pour pouvoir les congeler à part, de sorte que personne ne puisse n'y toucher sans la présence de notre représentante à l'Institut Poix. Alors, par exemple, dans le cas précis, il faut préciser que les hôpitaux israéliens ne sont pas obligés d'utiliser les services de ces mashgichim. Est-ce que dans le cas précis, il devait y avoir un mashgiach et il n'était pas là, ou est-ce qu'il n'y avait pas de mashgiach? Non, alors, comme vous le dites, c'est pas une obligation, bien sûr. C'est quelque chose que les couples décident. J'aimerais aussi préciser que les hôpitaux sont très sérieux en Israël. Je veux dire, c'est une erreur, c'est quelque chose de très grave, c'est une tragédie pour ce couple. Et pour l'autre couple de la femme qui aurait dû tomber enceinte, qui n'est pas enceinte, et bientôt on la recherche, qui est la maman de ce bébé, qui est le papa de ce bébé. Alors, on va reparler de ça, oui. Mais c'est sur la demande du couple, les couples prennent contact à l'Institut Poix, nous demandent de venir et on envoie une personne pour ce couple qui a décidé de faire. Et encore une fois, je précise que les hôpitaux sont très sérieux. C'est pas que c'est une erreur très grave, mais c'est les hôpitaux. Il y a quand même un système de surveillance interne. Mais nous, on est un œil en plus, le troisième œil qui est là, qui est aussi indépendant, qui ne dépend pas de l'hôpital, qui est quelque chose de tout à fait extérieur et donc qui est d'une certaine manière, qui donne une certaine autonomie à nos décisions. Et donc, on a ce système dans tous les hôpitaux en Israël, dans tous les laboratoires pas que simplement de fécondation in vitro, mais aussi d'insémination. Et puis, on a aussi ce système en France, aux États-Unis, à Chypre, en Espagne, en Géorgie, en Ukraine, vous voyez, dans différents pays où des communautés nous demandent de venir et d'installer ce système pour justement éviter et aussi pour que les rabbins donnent leur aval aux fécondations in vitro. Je dirais aussi que c'est aussi un besoin des couples. Vous savez, il y a aussi des couples qui sont pas du tout, je dirais, religieuses, qui font appel à nous pas pour des raisons, je dirais, religieuses, mais pour des raisons, je dirais, plus de sensibilité ou de psychologie, où ils se disent, si il y a une personne en plus qui est là, qui vérifie tout, on est plus serein, on est plus apaisé, on a moins la crainte, parce que c'est une crainte qui existe chez tous les couples. C'est pas une question de religion, c'est d'abord une question humaine. Les gens veulent attendre parfois 10 ans avant d'avoir leur enfant, ils font des traitements sur traitements, et pour eux, apprendre que tout d'un coup, ils sont enceintes d'un bébé qui n'est pas le sien, ou bien que leur bébé a disparu, pour eux, c'est une tragédie. Alors, encore une fois, je veux quand même apaiser le public qui nous écoute. C'est quelque chose de très, très rare. C'est vraiment exceptionnel. C'est pour ça que, d'ailleurs, ça fait la une des journaux en Israël, etc. Mais ça peut arriver. Alors, je voudrais avoir votre éclairage rabbinique aussi pour répondre aux questions qui découlent de ce cas tout à fait particulier. Aujourd'hui, donc, il y a une femme qui porte un bébé qui n'est ni d'elle ni de son mari. Et la question que l'on pose, c'est est-ce que cette femme est la mère de ce bébé ou pas, d'une manière ou d'une autre, par rapport à la halakha ou non? Alors, ça, c'est une grande question de halakha. Vous savez que ce type de traitement, il existe d'une manière volontaire. Il y a des femmes qui font ce qu'on appelle des dons d'ovocytes, donc des femmes qui donnent des ovocytes à une autre femme. Il y a aussi des mères porteuses, des femmes qui portent un enfant d'un autre couple. Et là, d'après la halakha, il y a une grande discussion qui est considérée la mère de l'enfant. Est-ce qu'on va selon la génétique? Est-ce qu'on va selon l'ovocyte? Ou est-ce qu'on va selon la grossesse, les 9 mois de grossesse et puis l'accouchement? Alors, le Rav Mordechai Eliyahu, qui était l'ancien grand rabbin d'Israël, qui est entre autres un des précurseurs de l'Institut Poix, qui nous a poussé à créer cet Institut Poix, lui considérait que c'était la mère qui accouche le bébé qui est considérée comme la mère de l'enfant. Parce qu'en fin de compte, c'est elle qui a donné la vie à cet enfant. Vous savez que dans un embryon, c'est pas un bébé où il a des mains, une tête, un cœur, etc. C'est des cellules embryonnaires et qui vont se développer grâce à l'utérus de la femme, le fait qu'elle donne des enzymes, des vitamines, du sang et toutes sortes de substances pour que le bébé puisse se développer. Et donc, d'une certaine manière, on peut considérer que celle qui a donné la forme humaine, et pas uniquement la forme humaine, mais les facultés humaines de l'entendement, etc., d'une certaine manière, c'est plus la femme qui a accouché le bébé ou qui a toute la gestation de 9 mois qui a accouché le bébé que celle qui a donné l'ovocyte. En plus, dans le judaïsme, on a une notion de neshama. Et la neshama dit, notre tradition dit que la neshama rentre dans le bébé
au 40e jour de la gestation. Donc, dans un ovocyte ou dans un embryon qui est dans un laboratoire, il y a une vie embryonnaire, il y a une vie, il y a une vie, mais pas la neshama, ok, pas la notion, je dirais, de spiritualité, etc., etc. Et donc, pour ce rabbin, le rabbin Mordechai Eliaou et encore d'autres rabbins, c'est la femme qui accouche le bébé qui est considérée comme la mère de l'enfant. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment des sources. Vous savez que pour trancher une question de halakha, il faut ouvrir la Gemara, ouvrir le Shulchan Aruch, voir tous les différents exégètes, les différents commentateurs, etc., etc. Mais tout là, de tout ce qu'on parle, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ça existe depuis 50 ans dans le monde. Personne n'a pensé il y a 2000 ans ou il y a 3000 ans qu'un jour on allait fabriquer dans un laboratoire un embryon et le poser dans un utérus, etc. Donc on manque d'une certaine manière de sources pour pouvoir vraiment trancher le problème. Ça ne change rien que le rabbin Mordechai Eliaou et encore d'autres rabbins ont le droit de prendre leurs décisions sur des textes qu'ils ont définis. Mais d'autres rabbins disent qu'on n'a pas assez de textes probants, explicites sur ce sujet. Et donc, pour certains rabbins, il reste un doute. Est-ce que c'est la mère qui accouche le bébé ou est-ce que c'est la mère qui a apporté l'ovocyte? Vous savez que là, on est dans un cas où il y a un père, et ça c'est clair, le père du bébé, c'est celui qui a donné le sperme. Sur ce point de vue-là, il n'y a pas de question chez les rabbins. C'est clair que c'est là, chez la femme, je dirais, il y a deux processus. Il y a le côté génétique avec l'ovocyte, et puis après, il y a la gestation. Mais chez le père, il n'y a qu'un acte, c'est le fait de donner du spermatozoïde. Et donc, pour là, il est clair que le couple qui devrait, à mon avis, encore une fois, bien sûr que ça va être certainement débattu dans un tribunal en Israël, peut-être même au Bagatz, au tribunal, à la Cour suprême, je sais pas, ou bien ça va être discuté dans un tribunal rabbinique, je sais pas. Mais à mon humble avis, le couple qui doit élever cet enfant, récupérer cet enfant et élever cet enfant, c'est les parents biologiques, entre autres, parce que c'est clair que le père, on sait qui il est, quoi. On sait pas pour le moment qui il est, mais on va trouver qui il est. Il n'y a pas, dans le cas précis, on va dire dans cette situation exceptionnelle dans laquelle cette femme se retrouve à porter un enfant qui n'est pas le sien, ni celui de son mari, une autorisation par exemple pour avorter? Alors je pense que, à mon avis, non, parce que cet enfant, encore une fois, je connais pas les cas spécifiques, pourquoi ils ont fait ce test génétique, etc. Apparemment, il y avait des malformations, je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous dire vraiment les détails. Mais si c'est un enfant qui est viable et qui va pouvoir vivre, etc., pourquoi lui ôter la vie? Vous savez qu'en plus, d'après ce que j'ai encore une fois entendu des journaux, ils ont découvert ça à la 30e semaine. C'est-à-dire que ce bébé, il est viable, il va vivre, elle doit accoucher vraiment dans les semaines à venir. Ah oui, donc ce serait aberrant de lui ôter sa vie. Il sera maximum ou bien accepté par les parents, qui est la femme et le mari dont elle est en ce moment enceinte, ou bien par l'autre famille. Mais pourquoi lui ôter la vie? L'avortement, vous savez, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est impossible dans le judaïsme, mais c'est pas quelque chose qu'on sort comme ça pour une erreur de manipulation. Eh bien, Rav Benjamin David, merci beaucoup pour tout cet éclairage extrêmement important donc sur ce cas donc exceptionnel, il faut le répéter. Bien sûr, c'est exceptionnel. On a eu énormément de coups de téléphone ces derniers jours de femmes qui sont angoissées. Est-ce que je suis enceinte de telle et telle semaine? Est-ce que mon bébé, c'est mon bébé, etc. Alors bien sûr, à toutes les femmes qui ont commandé la prestation de l'Institut Poua de Hashgacha, de surveillance, alors je les ai apaisés, et puis aussi toutes les autres, je leur ai dit, vous savez, c'est un cas exceptionnel, il ne faut pas non plus en faire une phobie, etc. Mais je comprends que les gens sont très, très angoissés, et donc j'invite à toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont besoin de faire ce genre de traitement, de nous téléphoner. On leur enverra quelqu'un dans tous les laboratoires en Israël, dans tous les laboratoires de fécondation in vitro et aussi d'insémination, et puis aussi en France, et donc, comme je vous ai dit dans d'autres pays, on enverra une personne qui sera présente du début à la fin, et s'il y a des embryons, ils seront congelés à part dans une bonbonne spéciale de l'Institut Poua, de sorte que personne ne puisse y toucher, sans la présence de notre représentante, qui est là, une femme qui a été formée pour cela.
Eh bien, encore une fois, merci beaucoup pour toutes ces éclaircissements sur cette situation tout à fait particulière, donc d'une erreur de manipulation dans un processus de fécondation in vitro. Merci beaucoup, Rav Benjamin David. Je rappelle que vous êtes le directeur du département francophone de l'Institut Poa. On vous souhaite beaucoup de réussite et puis Shana Tova également. Shana Tova à tous et puis on espère des bébés pour tout le monde, des familles joyeuses avec des familles, voilà, pour tout le Ham Israël.